se retrouve aujourd'hui pour faire un update lecture avec des tomes de série. Vous allez avoir des débuts de série, des fins de série, des milieux de série et des tomes qui, théoriquement parlant, font partie d'une série. Dans la pratique, vous pouvez vous arrêter là, il n'y aura pas de souci. Et on va commencer avec une duologie complète, comme ça j'aurais fait le début, le milieu et la fin en même temps. Wouh! Bon, c'est une duologie et pas une trilogie, donc on va dire le début et la fin en même temps. Bam! Ça claque, hein. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Fable suite à vos choix en novembre dernier. Ça remonte, hein. Bref, je vais arrêter de faire joujou avec ces deux bouts de visage là, parce que sinon on va me perdre pendant un certain temps. Bref, donc c'est vous qui les aviez choisis en novembre dernier pour le Vous choisissez nos lectures. Et écoutez, c'était pas mauvais mais c'est pas ma came. Bon, déjà je vais reposer le tome 2 parce que je vais pas passer mon temps à tenir les deux, ça ne sert pas à grand chose. Donc Fable, le tome 1, L'aventurière des mers, et le tome 2, La mer sans nom, d'Adrienne Young aux éditions Rajo. C'était une série sympa, mais clairement c'est pas mon truc. J'en ai parlé longuement dans ma dernière vidéo update lecture que je vous mets là-haut. Mais j'ai découvert, grâce à Fable et grâce au Chant des Voiles, que la fantaisie maritime, qui contient très peu de fantaisie, voire pas du tout, c'est pas mon truc. Voilà, moi, pour que ça me plaise, il faut beaucoup plus de fantaisie. Sauf que, comme je n'ai pas de fantaisie, vraiment fantaisie maritime, avec beaucoup de magie qui me viennent en tête, ben pour l'instant on va partir du principe que je n'aime pas les trucs de pirates. Voilà. Donc c'était sympa sans plus. En fait... il y aurait eu plus de tomes, je pense que je me serais arrêtée là, parce que vraiment c'était trop pour moi. Mais je veux bien reconnaître que certaines personnes apprécient. Enfin, c'est pas mauvais, c'est juste, c'est vraiment pas mon truc. C'était assez prévisible, on a un deuxième tome plus intéressant que le premier, donc c'était déjà ça, mais ça restait plutôt prévisible, avec pas énormément d'action. C'est sorti de mon cerveau. En fait, j'y ai pas trouvé d'intérêt, donc forcément, j'ai rien retenu, et c'est sorti de mon cerveau. Pour le pitch quand même, on a cette bonne vieille Fable. J'étais encore en train de chercher son nom. Elle s'appelle Fable donc. Elle a été abandonnée il y a de ça des années par son père sur une île. Et depuis, ben, elle survit tant bien que mal. Et elle veut absolument se barrer de l'île pour retrouver son daron. Tout son objectif est donc de retrouver son père. Et elle s'est enfin évadée de son île au début de l'histoire. Enfin, au bout de quelques chapitres, elle part de son île. Et on la suit dans ses aventures pour retrouver son père, sauf qu'elle est dans un monde de pirates, donc il faut qu'elle fasse confiance à personne, tout ça, tout ça. Et bah, du coup, comme on l'a conclu ensemble, c'est pas mon truc. Voilà. Et j'ai rien de plus à vous en dire et c'est terrible. Mais c'est comme ça, désolée. Donc bon, hein, je comprenais pas pourquoi moi en magasin, les reliés de Fable, alors qu'ils sont très jolis les deux à côté et tout, partaient pas. Bah je comprends mieux maintenant, c'est pas la dinguerie du siècle. D'ailleurs, il y a moyen que je remette cela à vendre quand j'aurai la foi de le faire, sur Vinted. Vinted qui est toujours en barre d'infos d'ailleurs, donc il y aura peut-être pas ces livres-là d'ici à ce que vous voyez la vidéo, mais il y en aura peut-être d'autres qui vous intéresseront, n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, on va passer à L'école de minuit de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Donc là, le tome 2 s'intitule Démon en fuite, et comme c'est un Maëlle Dezard, évidemment que je l'ai adoré. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, mais... ça reste, je trouve et je pense, ma série que j'aime le moins, ou les livres que j'aime le moins de Maëlle Dezard. Je les adore, cœur, très très fort. Mais je crois que j'ai plus ou moins eu un coup de cœur sur tous les autres livres de Maëlle Dezard, mais pas sur les écoles de minuit, qui sont très très bons, mais j'en ai pas eu des coups de cœur. Comme d'habitude, on va nommer la plume acerbe, les références à la pop culture, l'humour très très drôle de Maëlle Dezard. Ça c'est un standard. Quand je vous dis Maëlle Dezard, vous devez penser à ces éléments-là, sûr. Vous devez aussi évidemment penser à la variété des créatures. C'est un tome 2, donc forcément, c'est la continuité du premier. Vous avez du loup-garou, vous avez du feu follet, vous avez du vampire. Vous avez une démon de la chance, d'où le démon en fuite, parce que là, c'est la thématique de ce tome-là. Bref, vous avez plein de créatures qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et ça fait plaisir. Un énorme big up au début du livre. Et vous allez me dire, mais pourquoi Clémentine? Et je vais vous dire, attendez, je vous lis ça. Rappel tome 1. C'est bon, vous avez compris? Vous avez 6 petites pages résumées par un personnage sassy au possible, un personnage super drôle et fun, pour vous remettre dedans. Vous vous remettez dans le tome 2 directement parce qu'il y a un résumé au début. Est-ce que c'est pas génial ça? On applaudit tous les auteurs qui font ça. Parce que ceux qui font des rappels ponctués dans le texte en lui-même, c'est cool, c'est chouette, c'est pratique. Mais ça permet pas de le zapper pour ceux qui s'en fichent.
Là, avec un rappel comme ça, ceux qui s'en fichent, ils peuvent zapper. Ceux qui sont comme moi, à moitié à la ramasse, c'est super pratique pour eux, ils sont ravis d'avoir un rappel. Donc, cœur sur ce rappel. Et enfin, dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est la gestion d'un démon de la chance. Puisque tout le pitch de ce deuxième tome, c'est ça. C'est le démon de la chance emprisonné dans Hanoko s'est libéré. Ou en tout cas, tente de le faire. Et ils vont donc apprendre à faire en sorte que ce démon reste à l'intérieur d'Hanoko ou qu'on se débrouille avec. Sauf que le problème, c'est qu'un démon de la chance, vous vous dites « Chouette, ça a l'air sympa !» Non. Un démon de la chance, en gros, c'est dès que la personne possédée par le démon de la chance souhaite un truc, aimerait un truc, ça va se produire. Sauf que si pour ça, ça doit tuer des centaines de personnes, eh bien ça tuera des centaines de personnes. Vous voyez, genre tout arrivera, tout cru, tout cuit plutôt, dans la bouche du démon de la chance. Même si ça implique de terribles et funestes décisions ou choses qui vont se produire. Donc forcément, tout le monde prend des pincettes de ouf avec un démon de la chance. Et j'ai trouvé cette thématique très intéressante et importante. Importante, non, mais très intéressante. Les relations entre les personnages sont géniales. J'aime toujours autant le fait que l'autrice ne veut pas que des ados fassent tout le taf, parce que les êtres adultes, ça existe aussi, et les adultes c'est important. Et du coup, quand les adultes sont laissés de côté, après ils pètent un plomb en mode « Mais vous êtes cons, vous êtes que des ados, pourquoi vous n'avez pas demandé de l'aide à des adultes ?» Bref. Ce livre était vraiment trop chouette. Je continue évidemment la série, parce que j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup Malthusar. Et si vous aimez la Dark Academia, si vous aimez qu'il y ait plein de créatures différentes, si vous aimez les mystères dans des univers de fantasy, je ne peux que vous encourager à lire cette série. Au début, je vous ai dit qu'il y allait avoir des livres que vous pouvez lire indépendamment de leur série. La preuve, j'étais convaincue que c'était un one-shot jusqu'à l'ajouter sur Livre Addict. Donc ici, c'est Green Wild, le monde derrière la porte de Paris Thompson aux éditions PKJ. C'est un livre à partir de 9 ans, et c'est donc manifestement un premier tome de série, mais je répète, vous pouvez très bien vous arrêter à la fin de ce tome 1. Ça reste une fin ouverte, on a envie d'en savoir plus, mais on peut s'arrêter là, et moi j'étais bien partie pour m'arrêter là d'ailleurs. Je pense que si effectivement il y a un tome 2 qui arrive, je le lirai, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, mais on pourrait s'arrêter là. Déjà, résumé. On suit ici Daisy qui a eu l'habitude toute son enfance d'être baladée par sa mère journaliste à travers le monde, jusqu'au jour où sa mère va avoir vraiment une mission trop importante pour emmener Daisy avec elle, sauf qu'elle va ne jamais revenir de cette mission. Et à partir de là, eh bien écoutez, je ne dirai pas comment, mais Daisy va découvrir qu'au final, le monde n'est peut-être pas celui qu'il paraît, et qu'il existe un monde caché derrière la porte. Green Wild, donc. Un monde qui est plutôt penché sur la magie par les plantes, la magie par la nature, tout ce genre de choses. Et donc forcément, avec le résumé que je viens de vous faire, vous vous doutez bien que la place de la nature est très importante, et j'ai vraiment adoré ça. Le fait que la nature soit constamment mise en avant de il faut la protéger parce que sinon on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Il y a le message écolo, mais en même temps sans qu'il soit trop lourd, parce que il prend tout son sens dans ce contexte de magie. Et évidemment qu'il prend son sens dans notre contexte à nous, mais en tant qu'enfant je suis pas sûre qu'on le perçoive bien comme un adulte le percevrait, alors que là, avec ce principe de conservation de la magie, c'est super clair, limpide, et ça prend tout son sens, et on adore. D'ailleurs, on adore l'univers, le système, la magie, le décor, en fait, tout simplement. Bref, le contexte est vraiment excellent, très bon, et il y a vraiment des lieux que je visualise là tout de suite très très bien, et qui sont magnifiques. Voilà. Donc c'est dire que les descriptions étaient probablement très très bonnes, puisque j'ai gardé les descriptions en tête, et vraiment c'était très 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 chouette. C'était terriblement émouvant, par plusieurs aspects, mais c'était très 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 émouvant, notamment la fin d'un arc narratif que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque elle va toutes les nuits aller faire un truc avec un petit garçon, elle va devenir amie avec un petit garçon, et cet arc narratif là, une pépite. C'était pas la partie principale du bouquin, clairement, et j'ai bien aimé la partie principale du bouquin, mais cet arc-là, il est dans mon cœur. Vraiment, il est... Petite larme qui coule, tu vois, avec le sourire. Le smile est comme ça, là. Qui sourit, mais qui pleure un petit peu en même temps, quand même. Bah, c'est pile poil ce smile-là. Si émouvant, cet arc-là narratif, que je vais pas détailler plus que ça, était absolument adorable. Trop chou. Et j'aime beaucoup. Petit big up aussi à la couverture et aux illustrations à l'intérieur, puisque c'est un livre illustré. Donc certes, je pense pas que les petits lecteurs peuvent s'y attaquer parce qu'il fait quand même 430 pages, mais
Il y a des illustrations, donc ça peut peut-être attirer plus le lectorat. Et en tout cas, c'est un très chouette roman que j'ai bien aimé. Et je clôturerai sur le fait que j'ai beaucoup aimé la variété de personnages qui sont tous très chouettes les uns les autres. Et leurs relations entre eux sont toutes choubidou. Ils sont eux-mêmes tout choubidou. Et j'ai beaucoup aimé tous les persos. Et le fait qu'on se méprenne aussi sur certains persos. Enfin bref, une très très bonne lecture que je vous conseille très chaleureusement. Même si on ne sait pas encore si c'est une série. En tout cas, on peut s'arrêter là tant qu'on accepte les fins ouvertes. Attention, on va drastiquement changer de public visé puisque voici des lectures adultes. Et quand je vous dis adulte, ça veut dire il y a de la fesse. Donc là, c'est les tomes 2 et 3 de Kingwood Academy. Le tome 1 étant chez ma pote et collègue Sadia, donc je ne peux évidemment pas vous le montrer, mais c'est la même couverture en doré, hein. Ils sont pas allés chercher très loin. Eux, c'est pas très grave parce que franchement, moi je trouve ça joli et il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête, ça claque suffisamment dans une bibliothèque. Si vous êtes le genre à aimer les livres bien écrits, sophistiqués, élaborés, je vous conseille de passer votre chemin et d'aller au livre suivant. Si une fois de temps en temps ça ne vous gêne pas d'avoir des livres pas super bien écrits, mais dont le drama vous intéresse, ou dont vous aimez bien l'univers même si c'est pas assez développé, voyez, le genre de livre où il y a plein de défauts, vous les voyez mais vous arrivez à les pardonner. Eh bien Kingwood Academy, c'est une série terminée, donc c'est une trilogie terminée, dont j'ai eu ce genre de sentiment dessus, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai adoré le premier tome. J'y voyais quelques défauts, mais je suis passée au-dessus sans souci. Et j'ai commencé à voir plus lourdement les défauts à partir des tomes 2 et 3. Et du coup, heureusement que c'était fini au tome 3, je sais pas si j'aurais encore poursuivi après. Je vous fais une chronique de la série complète parce que je les ai lus de manière très rapprochée, mais j'ai quand même des retours différents un petit peu à vous faire par tome. Donc, premier tome, j'ai accroché de fou parce que j'ai adoré l'univers. L'univers se base sur ceci. Attention, voici le synopsis. Nous suivons Aura, qui est une jeune femme dans un lycée ordinaire, et qui, comme toutes les jeunes femmes dans un lycée ordinaire, en terminale j'imagine, doit passer une espèce de test, où en gros, on va la scanner pour voir si elle a de la magie en elle. Parce que toutes les personnes de moins de 18 ans ont, dans tous les cas, leur magie de réfréné. S'ils ont de la magie, elle est bloquée, s'ils en ont pas, bah y a rien à bloquer quoi. Et donc c'est pour ça qu'on passe le test à tout le monde pour savoir qui a de la magie, qui n'en a pas. Si on n'a pas de magie, on continue sa scolarité normalement, comme vous et moi. Si on en a, eh bien on va à la Kingwood Academy qui vous apprend à gérer vos pouvoirs, qui sont des pouvoirs élémentaires classiques qu'on a vus dans plein de romans, eau, terre, feu et air. C'était celui qui manquait. Et Aura, elle est en mode, c'est une formalité, ça va se finir en 2-2, je retournerai à ma vie dans la foulée, youpi! Sauf que, il s'avère que, non seulement elle a des pouvoirs, mais en plus, elle va malheureusement faire sauter tout le courant électrique dans le bâtiment. Donc elle sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une couille dans le potage. Donc maintenant qu'on a fait le synopsis, j'ai adoré cet univers du coup. Donc oui, on est sur des éléments basiques, certes, mais on se base sur un harem inversé. C'était mon tout premier harem inversé, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est quand une femme va sortir avec plusieurs hommes en même temps, et que tout le monde est consentant. Ok, c'est pas de la tromperie, tout le monde est d'accord, c'est de la polygamie, du polyamour. Bref, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé cette dimension-là, c'était mon premier harem inversé, et de la même manière que je découvre que les fantaisies maritimes c'est pas mon truc, et bien les harems inversés se l'est complètement. Quitte à rester sur cette thématique, comme je vous le disais, c'est pour adultes parce qu'il y a de la fesse, beaucoup de fesses. Quoique dans le premier tome, bah forcément le temps d'installer la chose, il y a que quelques scènes, 2, 3, 2 c'est sûr, plus j'ai un doute, mais il y en a au moins 2. Et eh bien écoutez, je les ai bien aimées ces scènes, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on mentionne souvent quand il y a des scènes de fesses, ou quand il n'y en a pas, hein, mais on le dit, qu'on dit éventuellement si pour nous c'était trop, mais on souligne rarement quand on a adoré les scènes de fesses. Donc je le dis, j'ai bien aimé les scènes de fesses. Je n'ai aucune idée de si elles étaient bien écrites ou pas, parce que des scènes de fesses détaillées, j'en ai lu dans Icebreaker, Kingwood Academy du coup. Et je suis pas sûre d'en avoir lu beaucoup plus. Genre vraiment très détaillé. Ou qui dure assez longtemps. Donc je ne sais pas. Voilà, c'est le seul truc qui me vienne. Mais en tout cas, soit j'ai un seuil de tolérance très bas pour les scènes de fesses, soit j'aime bien comment elles sont écrites. Par contre, petit truc qui m'a fait rire, méfiez-vous, des fois elles viennent de nulle part. C'est-à-dire que si vous voulez pas les lire en public, juste ne lisez pas ce livre en public. Parce que des fois, il se passe un truc,
t'as l'impression que c'est la suite logique, et là, d'un coup, paf, à poil dans une pièce en train de faire des trucs pas catholiques. Donc, écoutez, vous serez prévenus. En revanche, je lui reproche quand même 2-3 petits trucs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était des trucs au-dessus desquels j'étais passée dans ce premier tome. Donc c'est un peu facile à certains moments et assez prévisible. Enfin, vous avez vu l'épaisseur, le premier il fait la même épaisseur. Hein. Donc vous vous doutez bien que fondamentalement, ça va pas non plus avoir le temps d'avoir 12 retournements de situation inimaginables. Enfin voilà, c'est assez anticipable. Et enfin, dernière chose qui colle à ce premier tome et à la suite aussi pour le coup, c'est pas prise de tête. C'est-à-dire que vous voulez un truc qui se lit vite, assez addictif et qui vous prendra pas la tête, King Boud Academy, c'est clairement un bon plan. À nouveau, si vous avez un bon seuil de tolérance sur l'écriture. Mais, sinon, c'est ce qu'il vous faut. Avec ce tome 2, donc qui prend la suite directe du tome 1, j'ai eu une réalisation. J'ai pas réussi à bien me faire comprendre à Laurine, donc j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. En lisant ce tome 2, j'ai enfin mis le doigt sur ce qui me gênait principalement dans l'écriture. C'était que j'ai l'impression qu'on lit un plan détaillé. Alors je sais pas dans quelle mesure vous avez poussé vos études, je ne sais pas si vous êtes allé au lycée et que vous avez dû faire des commentaires de texte, des dissertations. Je ne sais pas si vos enseignants vous ont demandé à l'époque de faire ces fameux plans détaillés. Mais à l'époque où moi je devais faire des plans détaillés, en gros, c'était la dernière étape avant de faire la rédaction finale. C'est-à-dire que vous écriviez le nom de la partie, vous écriviez le nom de la sous-partie, et après vous mettiez des flèches ou des points ou ce que vous voulez pour donner les différents arguments que vous mettiez dans votre partie, puis vous passiez à la partie d'après. Et en fait, j'ai l'impression que l'autrice elle a fait ça. C'est-à-dire qu'elle a toutes ses idées, elle a tous les éléments principaux, tout le détail de ce qui va se passer qui sert à quelque chose, mais elle n'a rien mis entre. Il n'y a jamais de moment de pause. Les héros subissent ou font toujours quelque chose. Il y a toujours de l'action. Mais si vous êtes toujours en haut là comme ça niveau action, et qu'il n'y a jamais de bas, pour contrebalancer, ben l'action elle est même plus si extraordinaire que ça puisqu'il se passe toujours un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de contraste qui permet de mettre en avant quand on est sur un haut. Je sais pas si je suis très claire dans mon propos. Et du coup, il pourrait y avoir tellement plus d'événements minimes, pas forcément intéressants, mais qui sont là pour rendre le texte crédible, qui sont là pour le lier, qui sont là pour accentuer du coup quand il y a des gros booms. Bref, il manque des trucs en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que le bouquin pas été retravaillé. Comme s'il n'y avait eu aucun travail d'édition dessus par exemple. Vous voyez, genre, ça c'est le premier jet de l'auteur, et personne lui a dit derrière « Eh meuf, tu devrais peut-être rajouter des trucs. Là, bon, il se passe trop de trucs d'un coup. » Ou ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez, puis c'est toujours pas clair. Et enfin, avec ce tome 3, je me suis rendu compte du dernier problème que j'avais avec la série. C'est pour ça que je pense pas que j'aurais pu continuer plus loin, franchement. On aurait dit des épisodes des Totally Spies. Oui, tout à fait. Si vous avez regardé les Totally Spies, vous avez tout de suite, je pense, compris ce que je veux vous dire. Dans les Totally Spies, systématiquement, on était sur le même schéma. Les nanas sont dans leur université. Je crois que c'était à l'université, pas au lycée. Les nanas sont à l'université. Il leur arrive une couille sociale. Elles ont un problème avec une meuf, il y a un truc social. Puis, au pire moment possible, elles se font aspirer par le whoop pour qu'on leur apprenne qu'elles ont une nouvelle mission. Elles vont faire leur mission. Le méchant va les coincer, bloquer, piéger, ce que vous voulez. Le méchant va se barrer, accomplir la suite de ses plans. Elles vont se libérer du piège du méchant, vont rechoper le méchant, vont l'emprisonner, ce que vous voulez, vont retourner à l'université, régler leurs problèmes sociaux. Et c'est tous les épisodes comme ça. Tous. Je les ai pas revus depuis longtemps, mais croyez-moi, c'était comme ça. Et ben, on a exactement le même schéma là, les gars. Le même fichu schéma. Wouh. Et là, concrètement, le schéma, c'est... on a une scène de baston de ouf. La meuf s'en sort à peu près, sauf qu'elle finit par se prendre un coup fatal qui lui fait tomber dans les pommes, qui la fait se faire prisonnière, enfin qui fait qu'il y a un problème. Elle va se régler du problème, enfin régler le problème si genre elle est emprisonnée, si elle s'est juste fait assommer, elle va se faire sauver le cul par ces mecs qui vont venir la récupérer, elle va être toute affaiblie, ils vont être aux petits soins, il va y avoir une scène de cul parce que c'est comme ça qu'on se remet des choses de la vie par une scène de fesses. Voilà. Et on retente la boucle, une fois que la scène de fesses a eu lieu, elle va de nouveau se faire attaquer, elle va tenter de se défendre, va y arriver au début, va pas y arriver après, va se faire sauver les fesses, va être récupérée, va se faire un peu soigner, va finir par d'être soignée par une scène de fesses. Et c'est reparti pour un troisième tour. Et c'est ça tout le temps.
C'est un petit peu trop prévisible, un petit peu trop facile. Et stop. Stop. Voilà, stop. Heureusement que c'était le dernier tome. Donc est-ce qu'après tout je vous conseille cette série? Oui et non. C'est ce que je vous disais au début, ça dépend de votre seuil de tolérance. Ça dépend à quel degré vous allez lire ça. C'est-à-dire que maintenant que je vous ai dit tout ça, peut-être que vous allez lire au 2e degré et que du coup ça passera mieux. Vous voyez? C'est à vous de voir ce qu'il en est. À vous de voir si vous êtes capable de subir, entre gros guillemets, ce genre de choses. Sachant que chaque bouquin se lit très vite, les chapitres sont très courts. Ils font 300 pages environ chacun. Clairement, ça se plie rapidement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les lire d'affilée. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Voici à présent l'autre livre qui peut se lire tout seul, sans lire le suivant. Donc La fille de la déesse de la lune de Su Lin Dan aux éditions Hugo Poche ici. Je ne l'ai pas lu dans ce format, vous l'avez vu dans le vlog que je vous mets là-haut, où je lis les lectures que vous m'avez choisies parmi mes SP. Donc là, c'est pas le SP, mais mon SP n'était pas complet. On adore ce genre de SP pas complet, super. Du coup, je me suis acheté la version complète, évidemment, parce que j'ai bien aimé ce livre, et même si on peut s'arrêter là, je compte bien lire le 2. Le point négatif principal de cette histoire, c'est que les chapitres étaient gros. Bien 20-25 pages des fois, et moi, à partir du moment où ça dépasse 15 pages, je trouve ça lourd, et à partir de 20 pages, je souffle un peu quoi. Pour le pitch de base que je ne vous ai pas fait, comme d'hab, comme depuis le début de cette vidéo, hein, franchement. On suit donc la fille de la déesse de la lune, évidemment. Déesse de la lune qui n'était pas autorisée à avoir une enfant, et qui donc, par un petit souci, quand ils vont se poser des questions sur ce qui se passe sur la lune et vont se demander si elle n'a pas caché un truc. Et donc elle va devoir fuir, et à partir de là, eh ben, elle va découvrir qu'en fait sa mère est emprisonnée sur la lune. Est-ce qu'elle est vraiment déesse de la lune? Du coup je sais pas, c'est même pas clair pour moi qu'il l'ait fini. Mais en tout cas elle est prisonnière sur la lune et elle va se mettre en tête d'obtenir les faveurs de l'empereur pour pouvoir libérer sa mère. Au niveau de l'univers, je pense que c'est un univers inspiré de la mythologie et des légendes chinoises. Mais comme je n'y connais absolument rien, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Ce n'est pas sûr du tout. On va se contenter donc de dire asiatique. Et j'étais vraiment à fond dans cet univers et dans ce monde asiatique fantasy, donc quand même, parce que on reste avec pas mal de magie, forcément s'il y a des immortels sur la lune, mais bref. Et je trouve que j'ai été très... Au début c'était un peu lourd et j'ai eu du mal, mais très vite quand même j'ai été transportée dans l'univers et je n'avais aucun problème à visualiser ce milieu asiatique qui était écrit de manière très poétique, détaillée mais très poétique. Et du coup c'était pas trop lourd non plus, un petit peu mais pas trop. Et il y avait beaucoup de descriptions et qui permettaient très bien de visualiser, donc c'était très bien faite. Et j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai lu, en tout cas du point de vue univers, description et ce genre de choses. Je trouve que ça a fait une ambiance vraiment particulière et à part. Alors est-ce que c'est vraiment un roman avec une ambiance à part ou c'est juste que je n'avais jamais lu de fantasy inspirée de la mythologie chinoise ou en tout cas asiatique? Je sais pas. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment à part au niveau de l'ambiance, de l'univers, des décors, etc., etc. Sur Livre Addict, j'ai vu plein de gens qui ronchonnaient sur la romance parce que oui, il y a pas mal de romances. Et oui, cette romance a pris l'axe plus ou moins agréable d'un triangle amoureux. Je vais pas trop... Enfin, ça peut être estimé comme étant un peu spoilant. Du coup, je vais avoir rien d'autre à dire sur ce livre, donc vous pouvez zapper au livre suivant. Mais, pour le micro-spoil, vous allez, si vous le lisez, être comme moi, surpris, très surpris, à partir du 2/3 du livre. Parce que l'objectif fixé par l'héroïne est accompli. Et moi qui pensais que ça allait être accompli au fin du dernier tome de la série, le 2e en l'occurrence, non, c'est accompli là. Peut-être un peu avant même encore. Peut-être là. Et du coup t'es en mode, bah oui mais il se passe quoi là pendant tout ce temps là? Genre où est-ce qu'on nous emmène? Où va-t-on? Que fait-on? Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Bref, une très bonne lecture dont je lirai le 2e tome avec plaisir puisque Candice me l'a déjà prêté. Donc j'ai hâte de le lire et de voir ce qu'il en est et comment ça finit. Bonjour et bienvenue dans C'est l'heure de cracher mon venin. Allez super. Je vais faire ma meilleure biatch. Alors, je vais un petit peu vous teaser avant. Il y a un livre que j'ai lu en service presse, pas pour la chaîne mais pour le boulot, que j'ai tout cordialement détesté. Parce que je l'ai trouvé nul à chier. Voilà, les mots sont dits, les mots sont employés et je n'aurai aucun scrupule à partir du moment où c'est pas français. Donc vraiment, l'autrice ne finira jamais
sur cette vidéo. Donc je peux y aller avec tout mon venin, parce que c'était mauvais. Et surtout, au-delà d'être mauvais, j'ai vu les commentaires Livre Addict. Et j'ai vu que les gens avaient aimé, et j'étais en mode... Oui, avec Kingwood, vous avez vu, j'ai un seuil de tolérance à la mauvaise écriture. Mais votre seuil de tolérance, c'est beaucoup trop élevé pour moi, les gens là. Comment vous avez pu trouver bon un navet pareil? Voilà, donc à ceux qui l'auraient acheté, débarrassez-vous-en, sans l'avoir lu. À ceux qui ne l'auraient pas encore acheté et qui comptaient le faire, surtout ne le faites pas. Et à ceux qui savaient déjà que c'était un navet, bravo à vous, vous vous portez mieux grâce à ça. Donc ce navet ici, présent ou pas, est Demigods Academy, le tome 1. Je crois que c'est Zeus, le nom du tome 1, j'ai un doute. J'ai pas noté le nom de l'autrice, et tant mieux, comme ça je vais cracher sur un livre et pas sur quelqu'un. Même si, dans tous les cas, c'était pas sur la personne que je voulais cracher, juste sur son navet. Déjà, ça part mal dans ta vie de livre, quand tu es le genre de livre où je te lis et je ne sais pas quelle tranche d'âge tu vises. C'est-à-dire que on a d'une part une héroïne qui a 18 ans, donc en règle générale, ça te donne une idée de pour qui c'est. Donc si on te dit que la gamine a 18 ans, enfin la gamine, vous allez comprendre après pourquoi je dis gamine. Si on te dit qu'elle a 18 ans, bah ça devrait être du young adulte. Ok, soit. Sauf que, il y a vraiment des gros mots à beaucoup trop de sauce, ou des gros mots trop ardos, et même dans du young adulte, en règle générale, niveau gros mots, on se retient. C'est plus dans l'adulte qu'il y a des vrais gros mots et on en a rien à faire de se retenir niveau vocabulaire. Mais en même temps, les raccourcis scénaristiques sont dignes d'avoir été écrits par un ou une ado, donc c'est un peu perturbant parce que du coup ça fait très gamin les raccourcis scénaristiques et vraiment l'histoire en elle-même fait très gamine. J'ai l'impression de me retrouver dans une espèce d'Harry Potter où les héros ont 11 ans, pas 18 au niveau de leur maturité. Les personnages, il n'y en a aucun qui est mature, même les dieux et les déesses ils sont pas matures comme ils devraient l'être, enfin bref, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucun personnage qui agit de manière logique par rapport à son âge. Il y a des relations super bizarres avec l'héroïne, genre elle est archi privilégiée par certains dieux, ou au contraire détestée par certains dieux sans aucune raison. Il y a tellement de trucs qui vont pas en fait. Et plus je donne des arguments, plus je repense à d'autres trucs qui n'allaient pas. Le vocabulaire, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Là pour le coup c'est de la trad, mais j'imagine que c'est parce que de base il y avait des trucs chelous. Genre il y avait le mot ardos. Alors moi je peux l'employer, mais... Genre, comme, enfin le mot hard, dur, et OS à la fin, genre ardos, genre difficile mais pas trop, vous voyez? C'est pas le genre de vocabulaire qu'on met dans un livre normalement, enfin c'est bizarre. Donc nous sachez que dans les rayons c'est mis pour les 13 ans, hein, si vous vous demandiez d'un point de vue édition, quelle tranche d'âge était visée, chez nous, à la FNAC, c'est en 13 ans. Sauf que, quand on écrit un livre pour les 13 ans, est-ce qu'on va mettre une déesse grecque, Déméter en l'occurrence, qui fume des joints à au moins 3-4 reprises dans le bouquin, et qui à aucun moment ne dit que c'est peut-être pas terrible ou c'est pas conseillé, ou alors c'est conseillé que dans certains cas, enfin c'est pas bien de faire ça, que c'est peut-être pas légal, ce genre de choses. Non, que dalle, on s'en fiche, on passe outre, on dit rien, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui mais bien sûr, tout va bien. À 13 ans, on te montre quelqu'un qui fume des joints et ça pose problème à personne. C'est super ça, bravo. Bon et puis bon, c'est cliché au possible, c'est-à-dire que à la fin, il y a une grosse partie du bouquin qui est centrée sur des examens scolaires, et évidemment, le suspense va être présent jusqu'à la fin, si elle est prise, si elle n'est pas prise, si tout se passe bien, ça passe pas. Enfin, il y a plein de clichés terribles qui sont relous à force de les lire, vraiment. Et puis il y a plein d'incohérences, genre la nana sait se battre sans aucune raison, il y a rien qui va, il y a des couacs et des trucs complètement illogiques qui sortent du chapeau de je ne sais qui. Bref. Passez votre chemin vivement. Je vous conseille vraiment pas ce livre. Et si vous l'avez aimé, expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Je me suis aussi noté que j'avais mis un exemple, page 72, des incohérences et de ce qui n'allait pas. Sauf que je n'ai pas mon livre sur moi. Je l'ai mis dans une boîte à livres. Donc je ne peux pas vous dire ce qui se passait, page 72. Et on va finir cette vidéo comme les deux updates précédents sur un de mes coups de cœur. Icebreaker, Wildfire et tous leurs copains à venir. Il y en a au moins un, il y en a peut-être deux, plus, je sais pas, vraiment je sais sincèrement pas. Donc Dana Grace, qui sont les tomes de la série Maple Hills, je crois, Maple Hill peut-être, je sais plus. Donc ce sont des romances adultes parce que érotiques. Il y a quand même moins de scènes de fesses dans celui-ci que dans le tome 1, Icebreaker, mais il y en a quand même des très détaillées, quoique moins nombreuses, et qui arrivent beaucoup plus tardivement. Comme le tome d'avant, Icebreaker, j'ai mis des post-it,
Sauf que, je sais pas si vous les voyez très bien, mais j'en ai mis beaucoup moins que sur le premier tome. Et vous allez me dire, mais tu l'as moins aimé que le premier tome? Non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il s'avère que j'ai lu en numérique quand j'étais à mon travail, et du coup bah j'ai pas repris le livre pour mettre les post-it dans le livre des moments que j'ai lus en numérique. Vous voyez le truc? Flemme de relire les mêmes passages pour juste mettre des post-it. Quand sur le premier tome on était sur une base un peu sex friends, tout ça, là on est sur de la mignonitude absolue. C'est mignon, c'est cute, je sais pas, dites-le comme vous voulez, c'est absolument adorable leur relation entre les deux. Le pitch de ce tome là, c'est qu'on a d'une part Russ et de l'autre on a Aurora, et tous les deux, écoutez, se retrouvent à une soirée étudiante, quoi, traditionnelle on va dire, et vont commencer à discuter à partir de là. Ils vont se draguer, oui et non, ils se plaisent l'un l'autre, mais est-ce que c'est vraiment de la drague? Je suis pas convaincue. Bref, ils vont finir tous les deux dans un lit à faire des choses pas très catholiques, donc ça c'est la scène de fesses qu'on a au tout début, hein, genre vraiment au début. Et après, ils vont se séparer, je vais pas dire exactement comment, mais ils vont pas avoir discuté cette séparation, dirons-nous comme ça. Juste, c'était un coup d'un soir, je me casse, allez salut. Le problème c'est qu'ils vont se retrouver quelques temps plus tard, je sais plus si c'est un jour ou une semaine, enfin bref, un peu plus tard, ils vont se retrouver ensemble, tous les deux animateurs de la même colonie vacances. Et le truc c'est que dans les relations, dans le règlement de la colonie vacances, il est interdit de sortir ou d'avoir des relations plus qu'amicales avec les autres animateurs, parce que si tu casses après, eh ben, c'est la merde, étant donné que c'est une colonie de vacances sur tout l'été, donc tu passes 2 mois et demi avec. Pas ouf si au bout de 2 semaines tu casses et que t'as plus du tout envie de voir cette personne, de travailler avec, d'interagir avec. Je peux comprendre. C'était une pépite. J'ai énormément aimé ce livre, le côté tout choubidou, le côté, j'ai eu l'impression d'être un peu dans Camp Rock avec le camp de vacances, la même vibe un petit peu. En même temps on voit pas trop les gamins non plus, mais je viens de me mettre un coup avec et je l'aime quand même toujours, ok? Comme je disais plus tôt, il y a moins de scènes de fesses parce que bah ils ont pas ce côté sex friends. Au contraire, ils sont pas censés s'approcher l'un de l'autre, donc c'est plus le côté, il y a une tension qui va durer très longtemps parce qu'à chaque fois, vous savez c'est le genre de truc, ils se font interrompre à chaque fois qu'ils sont sur le point de s'embrasser. C'est un peu ça l'idée. Et donc forcément on est à l'opposé de ce point de vue là. Par contre les scènes de sexe les scènes de sexe et de fesses sont toujours aussi détaillées quand il y en a. Donc si vous n'aimez pas ça, bah ça vous plaira pas plus que le premier tome, hein. Là pour le coup j'ai pas l'excuse de l'avoir lu longtemps parce que je crois que je l'ai fini genre il y a 2 jours, à tout péter, un truc du genre. Et pour le coup j'ai pas grand chose à vous en dire de plus parce que je suis au contraire cette fois-ci trop dans mes émotions, trop dans ce que j'avais à vous dire. Et c'était juste trop bien, je me suis vraiment laissée porter par l'histoire, je l'ai lu très très vite, même si j'ai pas été surprise de l'avoir lu vite. Il est drôle, je pense qu'il est un chouille moins drôle que le premier, mais il est quand même bien drôle. J'ai juste un point négatif à relever, soit c'est un problème de trad, soit c'est un problème au niveau du livre à l'origine, ça je peux pas savoir malheureusement, mais il y a des incohérences entre 2 personnages qui, à mon sens, ont été inversés entre le tome 1 et le tome 2. C'est-à-dire que dans le tome 1, c'est un personnage A qui fait quelque chose, et dans le tome B, quand on te le raconte, enfin dans le tome 2, on te dit que c'est le personnage B qui a fait la chose. Et pareil, il y a un truc qui a été traduit, et qui a changé de traduction dans le tome 2, du coup. C'est autour du même événement que cette histoire d'inversion de personnage, et du coup, bah, c'est pas ouf. Bref, c'est une merveille, un coup de cœur, j'aime énormément ce couple, j'aime énormément les thématiques abordées parce que les deux vont avoir des problématiques avec leur papa, on va dire ça comme ça, je détaillerai pas plus que ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant aussi le comment tu traites un parent qui t'a maltraité, pas maltraité dans le sens battu, mais maltraité psychologiquement, ce genre de choses par exemple. C'était trop bien, c'était trop bien. Là, je pense pas que vous voyez mes petits post-it, mais moi je les vois, du coup je peux vous détailler. Il y a 4 couleurs de post-it parce que j'étais sur une réglette avec 4 couleurs. C'est à peu près les couleurs de la couverture. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 post-it sur des scènes de fesses. Sachant que je rappelle, il n'y a pas tous mes post-it là puisqu'il y en a plein que j'ai pas mis puisque j'avais pas le bon truc. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 post-it de la couleur que j'ai associée à Aurora. Donc ça veut dire qu'il y a plein de trucs qu'elle a dit et ou fait que j'ai beaucoup aimé. Même chose pour Russ, il y en a 8 sur Russ que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, il y en a 1, 2, 3, 4 roses, donc ils sont soit des scènes drôles, soit des trucs
qui m'ont fait réfléchir. Voilà, je sais que c'est pas vraiment pareil des trucs drôles et des trucs qui m'ont fait réfléchir, mais je vous ai dit, sur ma réglette, j'avais que 4 couleurs de post-it, j'avais pas 12 options. En bref, c'est un coup de cœur, et donc si vous avez aimé Icebreaker, je vous encourage fortement à continuer. Moi, je lirai le 3e et potentiel dernier tome, ça je ne sais pas, avec grand plaisir. Sur ce, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite fortement à mettre un petit feu de camp, voilà. Comme emoji du jour, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et à la prochaine!